Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission qui aménage un espace pour la parole intéressante, pour la pensée complexe, pour parler à la Edgar Morin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'un des concepteurs de cette émission. Oui, il y a un staff technique qui me soutient. Oui, il y a la direction de Caraïbes FM. Mais l'idée Délivrez-vous émerge d'un cerveau, très La Fortune, qui est avec nous sur le studio. La Fortune, le bonheur. Alors, merci à toi, D'Angelo. Au plaisir pour moi de saluer les téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision la plus intense du pays. Et puis, je suis là. Ouais. Je réponds présent à l'invitation et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Je suis très enchanté de t'avoir, mais pour que mes téléspectateurs et téléspectatrices puissent bien te connaître, on va faire le jeu du questionnaire de Proust. Et ma première question pour toi serait, quel est ton principal trait de caractère? La deux-mesure. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? La loyauté. La qualité que tu préfères chez une femme? La loyauté aussi. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La loyauté. Quel est ton principal défaut? La deux-mesure. Quelle est ton occupation préférée? Le travail. Quel est ton rêve de bonheur? Haïti. Quel serait ton plus grand malheur? Voir Haïti disparaître. Qu'est-ce que tu voudrais être? Un homme utile. Et le pays où tu désirerais vivre? Partout, mais Haïti d'une manière particulière. Et quel est ton mot préféré? La vie. Quel est le mot que tu détestes? Détester. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Judas. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Je dirais le lion. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Les sirènes. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Conzé. Quel est ton état d'esprit actuel? Posé. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Le don d'aider. Est-ce que tu as une devise, Yves Lafortune? Oui, résultat. Quel est ton juron préféré? Je passe. Et comment tu aimerais mourir? Dans le bonheur. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La non-loyauté. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Yves Lafortune, qui vient de passer avec succès le questionnaire de Proust. Vous le connaissez un peu mieux. Ce monsieur dirige la firme Consultation et Résultats. C'est le grand monsieur des politiques publiques en Haïti. Et nous allons justement diriger l'énergie de cette émission vers la possibilité d'une politique publique du livre en Haïti. Yves Lafortune, pour être pédagogique, qu'est-ce qu'on va déjà entendre par politique publique? En fait, ce que j'ai toujours pris plaisir à partager avec mes étudiants
avec les journalistes, avec ceux que je rencontre dans chaque coin de rue, parce que la parole est publique. Mais la politique publique, c'est tout ce que décide de faire un gouvernement ou tout ce qui ne se décide de faire un gouvernement. Donc, dans la politique publique, il faut voir la décision. Donc, on peut donc mettre en place des politiques publiques pour le livre en Haïti. Oui, absolument. Partant du fait que de cette première définition, c'est tout ce que décide de faire un gouvernement. Dans certaines politiques publiques, dans certaines déclarations de politique générale, la question du livre est abordée, mais pas dans la dimension de ce que c'est que le livre aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde, on parle des industries culturelles, des industries du livre alors. Donc, le livre est à cette dimension. Donc, oui, il faudrait des politiques publiques pour le livre, mais vraiment, il faudrait vraiment que cette approche soit faite dans la pédagogie de la politique, enfin des politiques publiques. Parce que les politiques publiques requièrent, ou bien demandent, si vous voulez, si tu veux, et une pédagogie. Et la pédagogie, c'est cette pédagogie que je prends plaisir à partager avec l'ensemble des interlocuteurs dont j'ai fait état tout à l'heure, c'est-à-dire les étudiants chez Sanson, que ce soit à Café Philo, que ce soit à l'université Notre-Dame, que ce soit dans les lycées, là où j'enseigne, que ce soit avec les politiciens, les parlementaires, donc la parole des politiques publiques, parce que je suis sûr que dès qu'on aura compris le sens, dès qu'on aura compris ce que par politique publique on entend et qu'on ait le sens de l'État, on va finir par mettre en œuvre de très bonnes politiques publiques pour Haïti. Et même si en fait, ça c'est la dimension la plus large, on peut revenir sur la politique publique. Oui, alors on va rentrer dans les chambres intérieures de cette politique publique dans un petit moment. Mais déjà, je rappelle que tu es avocat, que tu es designer organisationnel, que tu diriges la firme Consultation et Résultats, que tu fais partie des concepteurs des Livrez-vous, cette émission qui arrive chez vous chaque semaine. Mais le livre dans ta vie, Yves Lafortune, est-ce que tu as des souvenirs de toi lisant, aimant la lecture dans ton adolescence? Bon, écoute, tu as vendu la mèche. J'ai fait l'école normale supérieure, les lettres. Donc, on ne peut pas être à l'école normale, on ne peut pas avoir fait l'école normale sans avoir lu. Tu as dit aussi que je suis avocat. Oui, je suis avocat du barreau de Port-au-Prince. Et là, j'ai aimé le droit parce que j'avais toujours en tête que j'ai étudié le droit pour être un défenseur farouche de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire, dans ma tête, c'était être un grand tribun, celui qui pourrait, si tu veux, dans le cadre d'un procès, venir avec des idées ou bien comme pour assurer la défense du client. Mais en fait, le droit est devenu ce qu'il est en Haïti, donc c'est un petit peu comme Montesquieu, j'ai déposé le droit, mais en fait, je demeure avocat. Donc, pour être avocat, il faut avoir lu, il faut avoir... parce que moi, d'abord, je pense que un avocat devrait être un homme de culture. Et pour être un homme de culture, il faut lire. Donc, le livre est présent dans ma vie. Donc, si j'ai étudié les politiques culturelles, c'est justement des livres. Si j'ai fait aussi d'autres études, par exemple en administration publique, bon, comme tu dois le savoir, pour faire une maîtrise en Amérique du Nord, il faut 45 crédits. Ça veut dire 15 cours et 15 cours à 10 livres par cours, donc ça fait au moins 150 ouvrages. Ça demande de la lecture. Donc je crois, suivant le cursus universitaire que j'ai après moi, donc le niveau est assez considérable. Étant donné que tu es donc dans l'administration, dans les politiques publiques, est-ce que ton régime de travail habituel te donne la possibilité de faire quelques échappées dans le monde littéraire? As-tu du temps pour la littérature, pour la philosophie, pour les lectures gratuites? La vraie vie, c'est la littérature, disait l'autre. Marcel Proust, la vie enfin retrouvée. Donc, je n'ai pas voulu questionner le questionnaire, mais la vraie vie, c'est la littérature. Donc, je me retrouve souvent
dans un vers de Prévert, dans un vers de Georges Casterat, dans un vers de René Philoctète, pourquoi pas. La philosophie m'intéresse beaucoup, Alain Badiou, Alain Touraine. Et aussi là maintenant j'écris mon livre parce que je pense que le pays m'a beaucoup donné. Là je travaille sur le livre sur le regard je travaille sur la complexité de l'administration publique avec des cas d'espèce justement, et mes repères sont les livres. Donc du coup j'habite les livres et je lis toutes les catégories, tous les types de livres, qu'ils soient poésie, qu'ils soient philosophie, qu'ils soient maintenant les ressources humaines, parce que je travaille un peu là-dedans, et puis les politiques publiques. Et les politiques publiques, aujourd'hui, les livres commencent à être légion. Et donc, ça veut dire que la littérature m'habite. La littérature m'habite. Il ne se passe pas un mois sans qu'une belle poésie comme Maïté ne me revienne pas à la tête. Il ne se passe pas une semaine sans que, par exemple, un texte comme Mes amours du mois de mai ne me passe pas par l'esprit. Il ne se passe pas beaucoup de temps sans que je redevienne mortel. Accessible. Donc, accessible, comme cherchant dans la rue le champ libre des yeux, pour rattraper le soleil en pas de course et puis en pas que tes mains. Et tu faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties. Des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, Yves Lafortune. Mais raconte-moi ta vie, comment raconter, car les mots sont fous et viennent par avalanche. D'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre? Question pour dire que la littérature m'habite, vraiment la poésie. Donc là, tu es en train de dire, Yves Lafortune, qu'on peut être dans le droit, sciences cataloguées, sciences dures, et en même temps avoir des propensions naturelles pour la chose littéraire et philosophique. Bon, en fait, comme je l'ai dit, la vraie vie, c'est la littérature. Et mon premier métier, c'est homme littéraire. Tu es donc normalien de formation. C'est-à-dire, j'ai fait l'école normale supérieure. Donc, et mon premier métier, vraiment mon premier métier à 22 ans. Donc, je n'avais pas terminé, mais c'était un gagne-pain aussi. Et je faisais les facultés simultanément. Droit et école normale. Mais à l'époque où tu faisais l'école normale supérieure, est-ce qu'il y avait une place énorme pour la lecture dans le cursus? Est-ce que les étudiants de ta génération lisaient? On ne pouvait pas ne pas lire parce que quand je me rappelle du professeur Max Dominique, ça veut dire on ne pouvait ne pas lire. Ah, tu l'as eu comme professeur, mais quelle Max chance. Max Dominique en théâtre. Quand on a eu Marc Xavier était vraiment un ami, mais avec beaucoup de rigueur. Et quand on a eu, par exemple, le professeur Lionel Trouillot, qui avait sa façon de nous inscrire dans la modernité. Parce que je ne dis pas entrer dans la modernité, parce que même dans la littérature, on n'entre pas dans la modernité, on s'inscrit dans la modernité. Et il y a une façon de s'inscrire dans la modernité. On a eu des professeurs comme Madame Yannick Laens. Bon, je dis toujours Madame Yannick Laens, même si je te vois des fois dire Yannick, parce que c'est une restitution de dignité. Et si elle regarde cette émission, elle va comprendre. Et puis bon, c'est des professeurs. On dit que Yannick Laens était une professeure difficile. Bon, je ne reviens pas, c'est un sentier battu, mais en fait, moi, je dis Madame Laens. Et donc, c'est la restitution de ma dignité et d'étudiant, bien entendu. Donc, le livre nous habitait, et puis l'école normale, c'était le lieu où, de toute façon, on parlait de livres. Et là, je pense à tous ceux-là qui ont fait ce lieu, même si la dernière fois que je suis passé dans ce lieu-là, c'est avec tristesse que j'ai vu le délabrement de ce lieu. C'est justement une absence de politique publique sur la question de l'éducation d'une manière générale, une politique publique de l'université d'État. Donc, autant de lacunes à combler. Autant de lacunes, mais c'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'il y ait des politiques publiques. Justement, il faut comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas dire des politiques publiques, dire qu'il faut des politiques publiques. Il faut d'abord concevoir, analyser, mettre en œuvre des politiques publiques et ensuite faire des projets pilotes. Et de ces projets pilotes, il faut faire des évaluations. Cette évaluation va nous permettre, par exemple, là, de remonter le cycle. Et puis comme ça, on va pouvoir faire des arrangements de sorte que la population haïtienne
puissent jouir des résultats de ces politiques publiques. Oui. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui bat la mesure sur votre petit écran. Notre invité Yves Lafortune, nous parlons livre, politique publique pour le livre. Le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La lecture est probablement la seule façon de s'enrichir sans appauvrir les autres. Mais pour que tous puissent avoir accès au texte, il faut donc qu'il y ait des politiques publiques pour le livre en Haïti. Mon invité, Yves Lafortune, est un spécialiste en administration publique et en mise en place de politiques publiques. Nous allons maintenant voir avec lui quels seraient les éléments à mettre en place pour instituer une véritable politique publique du livre en Haïti. Yves Lafortune, par où commencer pour mettre en place une politique publique pour le livre en Haïti? Au fait, une politique publique, c'est une décision d'une autorité investie. C'est-à-dire, il faut d'abord que... Le ministère de la Culture ou la DNL? En fait, un petit peu plus stratégique et plus haut que ça. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un président, il y a la formation d'un gouvernement, il y a la déclaration de politique générale. Donc, il y a toujours un espace pour la culture. La culture, il doit y avoir d'abord une politique publique pour culturelle de la culture. Et de cette politique publique de la culture, donc, va y avoir une politique publique du livre. C'est-à-dire le livre comme outil je dirais moi-même, comme vecteur de développement. Bon, alors c'est sur moi, je prends l'autorité de dire le livre comme vecteur de développement, parce que sans le livre, tu n'eus pas été D'Angelo que tu es. D'ailleurs, c'est le livre qui m'a permis de te rencontrer. C'est à la croisée des chemins du livre que je t'ai rencontré, je t'ai entendu parler. Et là, le chemin qu'on a créé, c'est vraiment un chemin livre. Donc, il faut cette décision. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de cette dimension pédagogique. Une politique publique a une pédagogie, ça veut dire la décision est prise, il faut d'abord colliger les informations. Ce que j'entends par colliger les informations, c'est la collecte des informations autour du livre. En Amérique du Nord, par exemple, quand on fait la collecte des informations, tout est sur la table. Ça veut dire que du papier à l'encre, à la machinerie, à la pensée, tout est sur la table. Ça veut dire dans une politique publique, il faut colliger toutes les informations. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est développer le savoir expert. Tu es D'Angelo, tu aimes lire, tu as fait les sciences humaines. Donc, mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu connais le répertoire des experts du livre? Donc, ça veut dire la deuxième démarche, après avoir colligé les informations, c'est de développer le savoir expert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Haïti devrait pouvoir, c'est-à-dire dans une démarche d'une politique publique du livre, il faudrait aller vers le savoir expert. Développer ce savoir expert, si donc, on n'a pas inviter des experts, des consultants. Oui, c'est-à-dire miser sur la jeunesse. C'est-à-dire, si on n'a pas cette filière en Haïti, permettre à ce que, par exemple, à des jeunes partent prendre des connaissances pour devenir un expert du livre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des experts de la question du livre, des industries du livre. Donc, après avoir développé le savoir expert, il faut développer ce qu'on appelle l'intracohésion. L'intracohésion, c'est cette
capacité dans la chaîne du livre, par exemple, de faire en sorte qu'on ait un minimum d'entente entre les stakeholders. Les stakeholders, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes de la chaîne du livre. Ça veut dire que... Donc les bibliothèques, les librairies... Non, on va venir sur les librairies. On parle là maintenant de l'intra-cohésion, c'est-à-dire tous les experts du livre, à partir de la collecte des informations, tous les experts aient un minimum d'entente sur la politique publique du livre à mener. Et puis ensuite viendra ce qu'on appelle l'infra-cohésion. Dans l'infra-cohésion, là, on parle des bibliothèques, on parle des librairies, on parle de ce que fait Anaïs, par exemple. Ça veut dire, vraiment, il faut avoir... C'est un petit peu complexe, mais c'est simple pour l'esprit clairvoyant. Il faut que tous les acteurs s'articulent dans la même démarche. Il faut un minimum d'entente parce qu'on ne va pas s'entendre sur tous les points de vue. Donc d'abord, parce que là, je prends plaisir à faire don de cette pédagogie, colliger les informations, développer le savoir expert, s'assurer de l'intra-cohésion. Maintenant, l'infra-cohésion avec les principales infrastructures du livre, et puis ensuite faire des projets pilotes. Maintenant, dans les projets pilotes, ça va permettre, par exemple, de passer de la conception, de l'élaboration, enfin non, avant, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre passe par ce qu'on appelle des projets pilotes. Et les projets pilotes, à partir des projets pilotes, on va faire ce qu'on appelle l'évaluation. L'évaluation va permettre dans la chaîne du livre, là maintenant, de déceler les erreurs, les fautes, et de sorte que l'on corrige les erreurs, de sorte que l'on corrige les fautes. Mais en termes de projet pilote, Yves Lafortune, dans le cas haïtien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place là maintenant comme projet pilote aidant à piloter une politique publique du livre? Maintenant, non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas aller trop vite non plus. Si ça prend du temps, je voudrais t'inviter à regarder autour de nous en Haïti, enfin, dans la Caraïbe ou bien. Je ne sais pas si tu as vu la bibliothèque, tu as déjà visité la bibliothèque de la République dominicaine. Je ne sais pas si tu as pu visiter la bibliothèque de la Barbade. La bibliothèque... Moi, j'ai eu la chance de vivre au Québec, la bibliothèque nationale. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller vers un projet pilote d'emblée. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es dans le livre. Est-ce que tu connais tous les acteurs du livre? Non. Est-ce que tu connais, par exemple, tous les experts de la question du livre? Non. Est-ce qu'entre-temps, l'État a pu contribuer à ce qu'il y ait des experts du livre dans, bien entendu, une perspective de faire en sorte que le livre devienne ce vecteur de développement? Donc déjà en amont, l'État doit répertorier tous les acteurs de la chaîne du livre. Dans le cadre d'une politique publique du livre, parce que ça part de ce qu'on appelle la conception, et de la conception vient ce qu'on appelle l'élaboration. Maintenant, en élaborant, parce qu'il faut avoir vraiment des tentacules, il faut avoir une large vision pour comprendre ce phénomène. Et maintenant, le projet pilote vient justement après avoir colligé les informations, après avoir développé le savoir expert, après que vous ayez un minimum d'entente avec les acteurs, après que toutes les institutions qui travaillent autour soient d'accord sur un projet. Et là, maintenant, on va mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre pourrait, par exemple, être dire que ce pays qui a donné Price Mars, ce pays qui a donné Anténor Firmin, ce pays qui a donné des Maisons de l'Homme, ce pays qui a donné Fils d'Orvilliers, ce pays qui a donné Ralph Jean-Baptiste, ce pays qui a donné Lionel Trouillot, ce pays qui a donné Dany Laferrière, ce pays qui a donné D'Angelo, ce pays qui a donné Yannick Laens, ce pays qui a donné Darlene Alexis, peut et droit avoir une bibliothèque répondant à la dimension de ce pays et surtout des prouesses de nos héros. Donc, ça veut dire que le projet pilote, après avoir colligé les informations, développer ce savoir expert, assuré de tout ce que j'ai dit là-dedans, la dimension de la pédagogie dont j'ai fait état. Et maintenant, on peut se dire ensemble, dotons Haïti d'une bibliothèque nationale, c'est-à-dire aujourd'hui, on a une bibliothèque là qui a 75 ans environ. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'une politique publique du livre, ça veut dire qu'il faut voir un aménagement de... Je vois par exemple dans un projet pilote, après ses préalables, après ses préliminaires, je vois une bibliothèque nationale qui part de
de là où elle est, qui s'étend jusqu'à la rue Paul VI, avec grand garage, et qui pourrait, par exemple, il pourrait y avoir, par exemple, une passerelle entre la bibliothèque de Saint-Louis-de-Gonzague et la Bibliothèque nationale. Donc, ça veut dire que... Mais qu'est-ce que ça prend en termes d'engagement budgétaire maintenant, Yves? Il ne faut pas voir le budget, il faut voir cette... C'est-à-dire, les Dominicains qui ont une magnifique bibliothèque, ce n'est pas l'argent qu'ils ont vu. Même moi, je vois une bibliothèque à la dimension du docteur Bryce Mans. Je vois une bibliothèque à la dimension d'Aimé-Édouard Delorme. Je vois une bibliothèque à la dimension de Michel Wolfe-Trouillot. Je parle d'Annie Laferrière. Ça veut dire que on parle de ce pays-là. Donc, une politique publique du livre devrait, dans sa conception, mettre en phase sur tous les fils de ce pays qui, dans une certaine mesure, ont contribué à ce patrimoine. Ouais. Parce que vraiment, c'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Mais dans cette politique publique pour le livre, comment mettre en place une branche incitant les jeunes à lire? Bon, en fait, il faut avoir... de mon lieu, je peux avoir des idées. Par exemple, il faut qu'il y ait des... Par exemple, l'idée de Malraux, par exemple, dans le développement de la culture en France, Malraux a compris qu'il fallait qu'il y ait des infrastructures culturelles dans toutes les communes. Et maintenant, les États-Unis, dans le cadre du développement de la culture, c'est dans tous les quartiers qu'il y a ce qu'on appelle un library. C'est-à-dire dans tous les quartiers. C'est-à-dire, le livre, les enfants aient accès au livre. Et maintenant, par exemple, dans le temps, les enfants, nous jeunes, ceux de mon âge, dans la quarantaine, mi-quarantaine, on allait à l'Institut français, on ne pouvait pas se déplacer avec les livres. Maintenant, l'expertise du livre dans le monde a fait qu'on a compris que maintenant, il faut donner, il faut faire des prêts. Donc aujourd'hui, c'est faire en sorte que les jeunes aient accès aux livres. Au livre, il ne faut pas qu'il y ait des barrières. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des bibliothèques dans les écoles. Il faudrait que dans chaque quartier, aussi, suivant le développement culturel, le modèle de développement culturel de Malraux, reproduit par les États-Unis d'Amérique, il faudrait qu'il y ait des bibliothèques, il faudrait qu'il y ait des lieux. Et puis, la bibliothèque, aujourd'hui, on a compris aussi que la bibliothèque répond à une dynamique. Elle doit être surtout une médiathèque, l'accès à l'audiovisuel. C'est-à-dire à l'audiovisuel, etc. Donc, ça veut dire faciliter, c'est rendre, c'est démocratiser l'accès au livre. Ouais. Mais maintenant, il y a une façon de faire. Est-ce que l'État va intervenir par rapport au principe de tarification des livres dans les librairies? Est-ce que l'État, dans cette politique publique, peut avoir mémise? Mais absolument, ce n'est pas mémise. Ça veut dire là, maintenant, nous sommes dans le grand jeu. Dans le grand jeu du partenariat. Ça veut dire qu'on a parlé tout à l'heure dans l'infracohésion. Dans l'infracohésion, et tu as cité nommément les bibliothèques, les librairies. Ça veut dire qu'on fait importer les livres. Donc maintenant, il peut y avoir des subventions, mais maintenant, c'est du lieu d'une politique publique. Ça veut dire que l'État, la politique publique, c'est une dimension étatique. Donc, tous les autres acteurs sont ce qu'on appelle des parties prenantes, comme on dit en anglais, stakeholders, qui interviennent dans le champ, dans le champ du livre. Maintenant, pour faire sauter le concept de la capitale, que Port-au-Prince devienne la République d'Haïti, que tout se passe à Port-au-Prince, est-ce qu'il faut reproduire des énergies comme celle de la DNL qui a consisté à mettre en place des claques, des centres de lecture et d'animation culturelle? Là maintenant, ce n'est pas la DNL, c'est-à-dire le projet des claques, j'ai été le responsable national des claques, c'était un projet pilote. Le projet pilote avec l'OIF et le ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'il y a des projets pilotes de bibliothèques, des médiathèques dans les provinces. On a commencé avec 10 réseaux, mais maintenant c'est moi j'étais le responsable national quand le transfert parce que si le projet pilote se révélait fructueux, donc il fallait donc... Le projet allait être récupéré par l'État. Non, le projet a commencé avec l'État. Okay. C'est-à-dire que c'était une coopération entre l'agence interne, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et le ministère de la Culture. On avait commencé avec un réseau de 10.
le réseau de disques, c'était Cabaret, Marchand des Salines, Gros Monde, dans le Nord aussi. Donc maintenant, après des évaluations, l'idée était qu'il y ait, si vous voulez, si tu veux, l'expansion. Mais cette expansion devrait donner naissance à la DNL. Donc je suis celui qui, j'ai porté sur les fonds baptismaux la DNL et même le décret. J'ai participé, j'ai contribué à la rédaction de ce décret. L'idée était qu'il y ait des claques dans chaque commune après. Donc c'est un petit peu un modèle à la Malraux, qui est donc des infrastructures. Parce que les claques, c'est des centres de lecture et d'animation culturelle. Mis à part la bibliothèque, il y a aussi cet espace où l'on fait, il y a l'audiovisuel, bon, un peu galvaudé aussi, parce que quand dans des zones reculées, il n'y a pas la politique publique du livre ne se rend pas, mais le lieu est là. Donc avec les satellites, les jeunes captent des chaînes étrangères. Et là, maintenant, au niveau de la culture propre du pays, ça fait un amalgame. Mais en fait, le projet, c'était ça. Il y a eu ce réseau dans l'ouest et dans le nord, un petit peu dans l'Artibonite avec Gaumont et puis Marchand des Salines. Et puis, il y a eu donc la création de la Direction nationale du livre. Et il y a eu un autre réseau dans le sud. Donc voilà, c'était un projet pilote. Mais les claques, il faut voir, récapitulons un peu, c'est comme un modèle de développement culturel pris dans le sens de Malraux, qui est une bibliothèque à travers toutes les communes. Et maintenant, s'il y avait une bibliothèque à travers toutes les communes dans le cadre d'une politique publique du livre, donc ça aurait donné un résultat qui ne te ferait pas ou bien qui t'empêcherait de parler de la sorte. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. C'est une émission avec une énergie particulière. C'est une émission qui mobilise de la technique. Il le faut, le livre doit entrer dans le cadre d'une politique publique pour le livre. La DNL pilote cette politique publique. On rappelle que Ralph Jean-Baptiste et Remaret Jean-Baptiste ont travaillé à mettre en place cette politique publique avec la Direction nationale du livre. Le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Ça demande de la pédagogie, ça demande une vision d'État sur le long terme, ça demande de l'opiniâtreté, de la volonté politique, une véritable politique publique de la lecture en Haïti, pour le livre en Haïti. Nous avons vu les éléments qui peuvent constituer cette politique publique. Ces éléments sont en place dans le cadre de la politique publique du livre que pilote la DNL. Maintenant, avec Yves Lafortune, on va visiter les chambres intérieures de M. Yves Lafortune. Quelles sont les lectures qui lui sont restées au travers de la gorge? Yves Lafortune, quel est ton premier livre que tu recommanderais aux téléspectatrices, aux téléspectateurs Délivrez-vous? Bon, en fait, juste avant, je voudrais sortir de la chambre intérieure, justement pour faire un cadrage. Parce que de ce que tu as fait état tout à l'heure, la DNL serait donc l'institution qui est là pour assurer la mise en œuvre de la politique publique du livre. C'est défini préalablement à un niveau plus stratégique. C'est-à-dire, ça pourrait partir du président de la République, de la primature et surtout du ministère de la Culture. C'est-à-dire, il y aurait une politique qui permettrait préalablement
de colléger les informations, développer des savoirs experts, et que la DNL, par exemple, mettrait en œuvre cette politique publique avec des évaluations et dans un jeu de rapport avec les supérieurs hiérarchiques et dans un jeu d'évaluation qui permettrait, par exemple, que cette politique du livre soit pérenne. Ça veut dire que c'est justement pour dire, aussi brillant que soit Ralph Jean-Baptiste, que soit Romare Jean-Baptiste, ils peuvent avoir travaillé dans le cadre de la mise en place d'une politique publique, mais vraiment, c'est là leur rôle. Donc, je ferme cette parenthèse pour entrer dans la chambre intérieure parce qu'il faut qu'il y ait des précisions, parce que c'est un pays où tout va n'importe où, tout se fait n'importe où, tout se fait partout, mais je pense qu'il faut garder les proportions. Mais heureusement que la DNL s'évertue à mettre en œuvre une politique publique du livre. Heureusement que ça existe déjà. Et s'évertue à assurer la mise en œuvre d'une politique publique du livre. D'accord, ça me réjouit. Alors, tes lectures, tes recommandations de lecture, tes prescriptions. Bon, en fait, mes prescriptions, je ne peux pas aujourd'hui, à 46 ans, faire les recommandations, les mêmes recommandations à la jeunesse, parce que les horizons sont différents. On a commencé, quand on commençait à lire, s'il n'y avait pas d'auteur haïtien en Haïti. J'ai commencé sur les bancs de Jean-Marie Guillou. Il y avait des livres de la bibliothèque, qu'on appelle les bibliothèques roses. C'est-à-dire, on lisait Ali Baba et les 40 voleurs, on lisait Martin, Comment se faire des amis, Au nom de tous les miens. Et c'était ces ouvrages-là qu'on a. Mais maintenant, il y a vraiment une panoplie de livres. Il y a des livres jeunesse. Donc, moi, je ne conseillerais pas un livre de manière systématique. C'est-à-dire, j'ouvrirai le champ du livre. Je ferai en sorte que la jeunesse entre elle-même dans cette chambre intérieure du livre pour découvrir. Par exemple, ce n'est pas la même histoire qu'un enfant puisse se retrouver aujourd'hui sur les bancs de Jean-Marie Guillou, ou bien chez les sœurs, ou bien à Saint-Louis de Gonzague. Est-ce que là maintenant, un enfant haïtien a un meilleur accès aux livres? Est-ce qu'il y a plus de livres disponibles pour ses appétits intellectuels? Un enfant en Haïti qui ne soit pas dans une ville de province aurait beaucoup aurait, avec les proportions gardées, beaucoup plus de chances à cet accès aux livres. Bon, même si aujourd'hui, il y a des écoles sans bibliothèque, l'État haïtien ne prête pas attention à cette dure réalité, mais je pense qu'il devrait y avoir un meilleur accès du livre. Donc, je n'ai pas de conseil systématique, mais je voudrais, comme Franck Etienne aime le dire souvent, inviter la jeunesse à découvrir, à savourer tous les livres. Mais par où commencer? Quel livre, toi, t'a marqué? Et tu voudrais, par exemple, en parler là maintenant sur le plateau des livres que vous. Il n'y a pas vraiment un livre qui m'a marqué dans ma tendre jeunesse, c'est-à-dire sur les bancs de l'école chez les frères. Donc, il y avait des livres à la bibliothèque, on nous exigeait des lectures. Donc, je crois que maintenant, à la classe qu'on appelle humanitaire, on parlait, mais en fait, jusqu'ici, les livres, parce qu'on avait beaucoup de livres, bon, ça dépend de quelle école a-t-on fréquenté. Il y avait toujours ces livres d'Hemingway, etc. Jusqu'à ce que vraiment la littérature, en faisant connaissance avec la littérature en classe de 3e, donc on va vers s'ouvrir aux belles lettres, comme on dit. Donc là, et toi, quel est ton coup de foudre littéraire à ce moment-là, quand tu es en seconde en réto? Quel écrivain haïtien, quel écrivain étranger? Et en fait, je n'ai même pas la mémoire de mes lectures. Mais je crois qu'en réto, j'ai découvert, il y a un livre qu'une amie m'a proposé. Et ce livre-là, c'est vraiment la prose du transsibérien de Blaise Cendrasse. En fait, j'avais des lectures parce que moi, je n'avais pas une lecture spécifique. Je lisais tout ce qui me tombait, tout ce que je trouvais sous la main. Mais elle, enfin, quand cette amie-là m'a parlé de la prose du transsibérien, bon, elle faisait ses premiers pas dans la poésie. Et c'est elle qui m'a passé pour la première fois la prose du transsibérien. Et la prose du transsibérien de Blaise Cendrasse, en ce temps-là,
J'étais à Moscou, la ville de cette gare, etc. Et là, c'était donc l'amour pour la littérature. Et c'était aussi, j'avais beaucoup de lectures. J'ai fait état tout à l'heure, je n'ai pas la mémoire de ces lectures. Mais déjà, là maintenant, j'ai fait la connaissance de René Philoctète. Et tout s'est fait presque simultanément. Mais Philoctète, tu l'as rencontré personnellement aussi? Oui, en fait, c'est quand j'ai été faire la classe de rhéto à Price-Mars. Et puis, bon, je l'ai rencontré, il m'a découvert. Et puis, mais là, c'est fait simultanément. J'ai retrouvé un Bérard Sénatus de notre côté qui disait que j'ai tellement de talent, qui m'a amené chez Hervé Denis pour m'inscrire pour me faire inscrire une formation en théâtre. Non, de la compagnie d'Hervé Denis. Et là, il m'a mis plein de que sais-je de théâtre dans la main. René Philoctète qui me disait, par exemple, que je pouvais corriger ses livres. Il m'a passé, par exemple, une saison de Cigale. Il m'a passé un texte, Le peuple détermêlé. Et moi, j'étais tout jeune, 17 ans. Et Philoctète qui me met dans la main un texte qu'il va publier. Tout le monde parle de Philoctète. Mais vraiment, si je n'ai pas la mémoire de mes lectures, mais je pense que le texte je suis tombé amoureux de la littérature. Et j'imagine que Marga... le texte de la prose du Transsibérien. Mais ensuite, c'est l'univers philoctétien. L'univers philoctétien avec, avant, c'était ping-pong politique. Et puis ensuite, il y a Marga. Marga était présent dans la vie Il de dit René. le rose, mon poème, des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, piqûre d'abeilles au sang des fleurs. Et c'est quand dit ton rire, jet d'eau dans le bassin. Donc ça veut dire que là, mis à part cette non-mémoire de mes lectures, mais là, il y a tellement de textes à proposer là, au moins, à la nous jeunesse. sommes sur tes coups de foudre littéraires. Oui, là, maintenant... Et par rapport aux écrivains, aux jeunes auteurs haïtiens, si j'ai bien compris, Les Immortels de Mackenzie Orsel, voici un roman qui t'est resté coincé au milieu de la gorge. Oui, parce qu'il y a cette guerre, cette lutte en Haïti en fait, je pense que je suis autorisé à le dire. J'ai découvert Mackenzie Orsel parce que il y a certaines idées j'étais quelque part, parce que de l'univers philoctétien, je suis allé à Vendredi littéraire, je suis allé avant à la parenthèse culturelle qui existait, et puis ensuite tous les centres de reproduction de la littérature ou bien du livre en Haïti. Tu as donc rencontré Lionel Trouillot avec sa voix. Même avant, Lionel, c'était mon professeur de modernité qui m'a donné les instruments pour une inscription dans la modernité littéraire. Donc, je n'ai pas, à un moment, quand je devrais faire des études quand je suis sorti de la littérature momentanément, il fallait faire des études plus corsées. Donc, je n'avais pas vu grandir Mackenzie Orsel. Et mais qu'est-ce que tu trouves d'étincelant dans la plume de Mackenzie Orsel? Est-ce que ce jeune a du talent? Non, écoute, je ne suis pas autorisé à le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il m'a marqué parce que lui, il écrit, il édite à compte de sexe. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure image. Mais quand tu dis à compte de sexe... C'est dans son livre Les Immortels. J'ai découvert parce que je n'avais pas une histoire, un vécu avec Mackenzie Orsel, tout comme j'ai eu avec James Noël. Et quand je parle de James Noël, c'est vraiment un petit frère. Et c'est comme D'Angelo Néa que j'ai rencontré. Et aujourd'hui, par exemple, quand je vois James Noël, ça me fait plaisir. Parce que vraiment, c'est un petit frère que j'ai pris. Il vient de faire son premier roman, Belle Merveille, qui circule très bien en France maintenant. Il m'a apporté l'un des premiers manuscrits, il me l'a envoyé. Et quand je vois James Noël, ça me fait plaisir. Parce que c'est vraiment ce que, par exemple, Rodney Jean-David me demande de ne pas dire trop souvent, mais c'est vraiment ma part de don. Quand je suis avec toi, par exemple, à la rue Charles Sommer, et que je vois les jeunes qui
qui essuie les voitures, qui dit mais pas les livres, pour les livres. Donc ça veut dire que je sens que... Mais c'est vrai que ça touche vraiment, je sens que j'ai fait quelque chose. Ouais. Je réponds à cette utilité. Donc cet univers de l'univers philoctétien, j'ai découvert vraiment des livres et vraiment je n'ai pas la mémoire. Mais je vous dirai par exemple Les Enfants des héros, Bicentenaire, je vous parlerai par exemple... Est-ce que Bicentenaire, parce que le propos est anti-Aristide et actuel et politique? Même juste avant, je voudrais dire par exemple, un livre qui m'a marqué, c'est La Petite Corruption. Parce que La Lettre d'Écaille, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Bon, La Petite Corruption, recueil de nouvelles de Yannick Laïens. Il y a aussi les numéros effacés de Marc Xavier. Ouais. Mais vraiment, comme Avin, François l'a dit, Marc Xavier, c'est vraiment le meilleur de sa génération. Et justement, Soleil, Caillou blessé, là on est dans la poésie. Et je parle par exemple des Marges à remplir, qui est pour moi une poésie majeure. Avec un vers magnifique de Émilie Prophète, depuis tes yeux, le vide est à réinventer. C'est peut-être l'un des vers les plus célèbres de la littérature haïtienne contemporaine. Oui, mais vraiment c'est beau, c'est extraordinaire. Et puis la poésie de Georges Casteura, je pense que Casteura est un immortel. Malheureusement, qui ne va pas bien en ce moment, qui a fait un AVC, qui n'est pas dans sa meilleure forme. Et j'ai travaillé avec Casteura aux éditions Mémoire. Vraiment, j'ai vraiment de très beaux souvenirs avec Georges Casteura. Et quand tu rentres dans l'univers de Lionel Truot, on va s'asseoir encore sur Bicentenaire, un roman d'une actualité politique, un roman qui a été porté au cinéma par François Martouret. Ça a donné un film dimanche 4 janvier. Bon, en fait, j'ai aimé surtout dans ce texte, c'est Little Joe, si je me rappelle bien, qui dans sa chambre... Le jeune frère qui est devenu Chimay. Alors, moi, j'aurais une autre lecture. Alors, deux frères, l'un Chimay, l'autre étudiant. Mais il y a de ces réalités poignantes en Haïti. Quand je dis de cette réalité poignante, par exemple, le Little Joe, par exemple, qui a dans sa chambre le pape Jean-Paul II, à côté de Tupac, à côté de Denzel Washington, à côté de Barack Hussein Obama. Donc on sent une jeunesse galvaudée. Mais absolument, c'est-à-dire il y a beaucoup, c'est comme un mauvais confluent. Mais est-ce que Lionel a écrit dans ce roman que Jean-Bertrand Aristide, puisqu'il faut le nommer, a galvaudé une quantité de jeunesse? Et moi, je pense que 2004 aurait été, pour moi, 2004 qui sortirait Jean-Jacques Dessalines de la boue. Parce que comme Avin, le professeur Avin, professeur de littérature, aimait à nous le dire, la critique, au lieu de s'éterniser sur de pareils cas, ferait mieux d'apprécier la sincérité comme critère d'appréciation. Pour moi, je laisse Bicentenaire qui fait son bonhomme de chemin. Je laisse tous les autres qui n'ont pas réussi à donner corps, à donner chair aux rêves de nos héros. Je rêve d'un 2004 qui sortirait, par exemple, L'Empereur de la boue. Je rêve d'un 2004 qui pourrait aller dans la lancée, dans la lignée des textes d'Albert Mangonès qui avait prévu cette catastrophe urbaine. Je pense d'un 2004 qui nous permettrait, par exemple, qu'il y ait des actes fondateurs. Par exemple, une route qui sortirait de l'aéroport du Cap-Haïtien jusqu'à la Citadelle. Parce que quand même, c'est une œuvre intéressante. Donc, vraiment... Là, tu es en train de parler du fait de décider de faire pays tout carrément. Mais quand Lionel Truot fait Bicentenaire, est-ce que ça rentre en résonance avec ta vision profonde de la littérature, c'est-à-dire une littérature qui doit saisir la vie dans sa contemporanéité? En fait, moi, s'il y a un roman que Lionel que j'aime, puisque en fait, je comprends, le maître et l'élève parlent toujours de son maître, mais c'est un roman de Lionel que j'aime, c'est Les Enfants des héros, parce que c'est un roman qui a commencé sous une note très haute. Mais en fait, puisque tu me parles de Bicentenaire, j'ai lu Bicentenaire, mais vraiment, il y a cette poésie latente qui m'a manqué. Par exemple, une foule de gens qui ne s'est pas baigner, faute de temps ou d'eau propre. Je pense qu'il y a cette poésie qui traîne, cette voix lancinante. Je revois, par exemple,
il y a une musique que je vois les jeunes danser au gars et Ouais. paille. Il y a une réussite dans le propos. Une réussite dans le propos. Une foule de gens qui venaient, une foule de gens qui ne savent pas baigner, faute de temps ou d'eau propre. Donc, mais en fait... Voici pourquoi il tête... faut donc lire Yves Lafortune. Et dans cette émission, il y a une rubrique où les gens peuvent envoyer des vidéos où ils lisent un extrait d'un livre qu'ils sont en train de lire. Et là maintenant, il y a une vidéo qu'on va visionner ensemble. Yves Lafortune. Je vous dis coucou, le livre que je vais lire pour vous, c'est un livre de Paul Hérault titré L'homme du jour. Perdu dans son rêve, Marine se balance doucement et le plaisir ronronne dans son corps comme un faux prêt à s'élancer, jusqu'à ce que les mains d'Edouard sur elle lui envoient leur message secret pour la prévenir de l'orage qui arrive. Alors, elle prend appui sur le dossier du fauteuil et s'élance pour le rejoindre. Coule le geyser tiède qui jaillit de lui et éclate la foudre qui déchire ses reins. Résonnent les mots fous qui prolongent le plaisir en le décrivant. C'est encore un livre de Paul Hérault, titré L'homme du jour, c'est la page 97. Ciao, ciao! Je remercie cette jeune fille de nous avoir envoyé sa vidéo et j'invite beaucoup d'autres jeunes filles, beaucoup d'autres jeunes garçons à poser le même geste. Quand vous lisez un livre qui vous plaît, faites-vous filmer par un téléphone portable et envoyez-nous la vidéo où vous lisez un extrait en 45 secondes, en 1 minute et demie. L'idée étant de partager vos lectures, tout comme mon invité Yves Lafortune est en train de le faire au studio. Yves Lafortune, je sais que tu portes un amour démesuré pour Roland Barthes, son degré zéro de l'écriture. Il est vrai, à l'embrasure de cette émission, mais Roland Barthes dans ta vie. En fait, c'est pas Roland Barthes dans ma vie, c'est à l'école normale, tout le monde parlait de Roland Barthes et tous les étudiants de la section lettres. Et puis moi, à un certain moment, je me suis dit, mais je ne vais rien comprendre. Il fallait lire mythologie, le plaisir du texte. Mais là, c'était le degré zéro de l'écriture. Il y a Luc Pierre, Béra Sénach. C'est comme si, pour être à la mode, il fallait lire. Donc, à ce que j'ai fait moi-même, et j'avais un examen sur Roland Barthes, j'ai acheté le livre et puis j'ai comme étudié presque par cœur. Et puis plus tard, peut-être 5 ou 6 ans après, j'ai compris Roland Barthes. Donc ça devient pour moi c'est un plaisir à chaque fois que je me souviens avoir étudié presque par cœur parce que justement il fallait passer ce cours et maîtriser oui, Roland Barthes. Et Yves Lafortune, il y a un jeune garçon qui a 19 ans, qui n'aime pas lire, qui regarde maintenant cette émission et qui est béat d'admiration devant toi. Donne-lui 2 raisons pour qu'il se mette à lire, ce jeune garçon. Et la première raison, c'est le livre, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et surtout quand on n'a pas beaucoup de possibilités, seul le livre vous affranchira. Et la deuxième raison, c'est d'Angelo Néa. C'est le livre qui m'a permis de rencontrer d'Angelo Néa, je ne le connaissais pas. J'ai entendu la voix d'un jeune garçon qui se disait, qui dit qu'il s'appelle James Bond. C'était à Vendredi littéraire. Ensuite, il est venu et je l'ai entendu parler. Il parlait de Kafka, il parlait de Yourcenar, il parlait de Fontenelle, il parlait de... Et puis je me suis dit, mais toi, écoute, on peut faire un projet. Le projet, c'est l'émission Délivrez-vous. Donc le projet Délivrez-vous a commencé à partir de cet élan. Et justement, aujourd'hui, si Délivrez-vous, cette émission a pu ouvrir les portes de l'Hexagone, de la France. Délivrez-vous est entré chez Michel Onfray et Frédéric Becbédé et Dany Laferrière. Donc ça veut dire quelque part, il n'y a pas de meilleur modèle. Donc à ce jeune qui a 17 ans, je pense qu'il n'y a pas de meilleur modèle que d'Angelo Néa qui a choisi le livre comme, entre guillemets, son sauveur personnel. Et justement, le livre l'a délivré et le livre l'a mis sur vraiment de très bonnes pistes. Donc alors, j'encourage ce jeune à regarder l'émission, à continuer à regarder l'émission Délivrez-vous. Et là, il va frayer, il va trouver sa propre route lui-même. Ouais. Et
Voilà. Tu as tout dit par là. En même temps, Yves Lafortune, le succès du concept Délivrez-vous dit des choses sur ce pays. Une émission sur le livre cartonne. En France, la Grande Librairie, quand je demande à mes amis français, connaissez-vous cette émission qui s'appelle La Grande Librairie ou Bibliothèque Médicis, les Français ne connaissent pas. En Haïti, où il y a beaucoup d'analphabètes, une émission sur le livre a du succès. Cela prouve que ce pays a de l'intérêt pour les choses de l'esprit. Moi, je pense que c'est l'expérience que j'ai faite avec toi, c'est l'expérience de l'avenue Charles Sommer. Quand on a arrêté la voiture et tous les gars ceux-là qui attendent, qui quémandent à la rue Charles Sommer, oh mais pas les livres, oui, pas les livres, pour les livres, pour les livres, pour les livres, pas les livres. Donc ça veut dire qu'il y a une consommation. Si par exemple on arrive à mettre le livre entre les mains de ces jeunes-là, c'est sûr qu'on peut avoir de meilleurs produits. Et sur ces entrefaites, ce n'est pas moi le concepteur de l'émission aussi. Enfin, ce n'est pas seulement le concepteur de l'émission. Parce que moi, quand je dois te dire aujourd'hui la vérité, je te faisais enregistrer, enregistrer audio, la vidéo, bande-annonce. La bande-annonce. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire. Je suis arrivé au bureau de Patrick Monsignac. J'ai dit à Patrick, regarde quelque chose. Je l'ai regardé. Il regardait la vidéo sur son ordinateur et puis il l'a déplacé pour mettre dans le fond de son écran. Et le reste, c'est toi qui m'as appelé pour me dire, Patrick Monsignac t'a appelé à 6 h du matin. Et depuis lors, on est en mode délivrez-nous. Parce que nous sommes délivrés. Mais l'occasion de remercier publiquement Patrick Monsignac qui a décidé de soutenir cette émission. C'est une émission sur le livre qui ne va pas rapporter de l'argent. Et c'est une émission qui fait la promotion du savoir. Et Patrick Monsignac a décidé de miser sur ce concept. Et là, puisqu'on parle de politique publique du livre, par exemple, il y a ce point à faire. Une émission comme ça, une émission qui n'a pas de frontières. Comme j'ai dit tout à l'heure, une émission qui est entrée chez Michel Onfray. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où sont les mécènes en Haïti qui vont appeler Patrick Monsignac pour dire, écoute, cette émission est une émission d'envergure, je vais patronner cette émission. Et jusqu'ici, cette émission n'a pas vraiment un partenaire. Je te l'apprends publiquement, et remercions Frantz Carly, le directeur général de la Direction nationale du livre, qui a décidé de soutenir cette émission en collaborant avec Patrick Monsignac. Merci à la DNL, merci à Frantz Carly d'avoir décidé de soutenir cette émission. Bon, en fait, ça me fait plaisir parce que de la conception à ce soutien, je pense qu'il faut aller vers d'autres soutiens parce que justement, on peut faire en sorte que cette émission fasse œuvre qui vaille, de sorte que les jeunes voient en D'Angelo ce modèle qui va les inspirer, de sorte qu'ils deviennent des hommes. Et sur cet entrefait, je suis sûr que ce jeune homme de 17 ans deviendra un homme, mon fils. Merci beaucoup Yves Lafortune, merci pour tout. C'est à moi de te remercier et puis ce fut pour moi un plaisir de parler politique publique du livre avec toi. Et pour nous aussi, ce fut un grand plaisir. La première fois, Délivrez-vous, une émission technique, une émission qui a mobilisé un arsenal théorique sur la politique publique du livre en Haïti et dans le monde en général, comment concevoir une politique publique. Le temps pour nous maintenant de remercier l'équipe technique qui me permet de vous présenter chaque semaine cette émission. Merci à Émilie pour le maquillage, merci à Emmanuel, merci à Guito, merci à Fekir, merci à Greg Boule pour le son, merci à Jimmy pour le montage. Merci à Alphonse, merci à Barreau, c'est toute une équipe. Les gens ne voient que ma petite gueule, alors que derrière, il y a une grosse équipe qui pilote ce projet. Merci à toute cette équipe technique. Merci à la direction de Radio-Télévision Caraïbes. Merci à vous de suivre. Gardons bonheur. Merci encore à la Direction nationale du livre, la DNL, qui soutient ce concept. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.